Je vais vous présenter l'analyse d'un dispositif particulier qui ne porte pas directement sur les pratiques d'enseignement, mais sur les pratiques d'analyse elles-mêmes, dans un contexte où intervient une intelligence artificielle générative. Le matériau étudié ici est constitué de 3 documents successifs. Dans un premier temps, un formateur, Monsieur P, recueille des entretiens auprès d'étudiants de master d'enseignement portant sur leur expérience de correspondance pédagogique avec des élèves de cycle 3. Dans un second temps, ce formateur mobilise ChatGPT pour produire une analyse de ces retranscriptions. Dans un troisième temps, un second formateur, Monsieur T, propose une relecture critique de cette analyse assistée par l'IA. Enfin, ChatGPT est à nouveau sollicité pour expliciter le cadre théorique implicite de ce feedback critique. Nous avons donc affaire à une chaîne interprétative à plusieurs niveaux, dans laquelle l'intelligence artificielle intervient à la fois comme outil d'analyse, comme objet de critique et comme support de méta-réflexivité. La question qui se pose alors dans un tel dispositif d'analyse réflexive imbriquée est la suivante. Que fait l'intelligence artificielle à l'activité interprétative dans un tel dispositif? Et quels en sont les enjeux pour la formation? Voici la première partie de mon exposé, une analyse assistée par IA qui structure le réel. Dans le premier document, où un formateur analyse le discours de ses futurs enseignants, l'analyse produite avec ChatGPT met en évidence des régularités fortes dans le discours de ses étudiants. On observe notamment une difficulté à stabiliser la fonction de la correspondance. Celle-ci oscille entre plusieurs registres: aide à l'élève, recueil d'informations, soutien relationnel, voire remédiation pédagogique. Cette pluralité de registres de la situation d'énonciation proposée à ses élèves de cycle 3 produit en réaction une instabilité de posture chez les étudiants. L'analyse souligne également une polarisation du questionnement utilisé par les étudiants autour de catégories récurrentes, ce que l'élève a fait, aimé, réussi ou trouvé difficile. Ce cadrage, cohérent du point de vue pédagogique, tend cependant à orienter la parole de l'élève et à limiter son expression dès lors qu'elle sort précisément de ce cadre attendu. Enfin, l'analyse met en évidence une tension centrale. Les étudiants cherchent à faire parler l'élève, mais rencontrent des formes de résistance, de sélection ou de déplacement dans les réponses, notamment lorsque certains élèves utilisent la situation pour évoquer des affects davantage en lien avec leur environnement social. Cette première lecture est structurante. Elle permet de rendre visibles des régularités, de formaliser des tensions et d'objectiver les difficultés professionnelles provoquées par cette situation de formation académique. Mais elle repose sur un ensemble de catégories implicites issues du champ de la formation des enseignants, telles que posture, étayage, reformulation ou ajustement. Voici à présent la deuxième partie de l'analyse, une critique qui précisément déstabilise les catégories de l'analyse. Un deuxième document introduit une rupture majeure. Monsieur T, le second formateur, ne se contente pas de corriger l'analyse, il en conteste les fondements. Lorsqu'il lit l'expression « faire parler l'élève », il y voit non pas une maladresse terminologique, mais l'indice d'une posture inquisitoire inscrite dans une relation asymétrique. Il propose de lui substituer une logique de « parler avec », fondée sur une réciprocité des positions. De même, il rejette l'idée d'un simple ajustement de l'étayage. Pour lui, cette notion reste prise dans un paradigme où l'adulte conserve une position de surplomb. Il appelle à un désétayage, c'est-à-dire à une transformation plus radicale de la posture. Un autre point central de sa critique concerne la place de l'enfant. Il introduit la notion d'acte-pouvoir, en considérant que les silences, les détournements ou les réponses inattendues des élèves ne sont pas des déficits, mais des manifestations de leur puissance d'agir. Enfin, il déplace l'analyse vers une dimension clinique. Certaines réactions des étudiants sont interprétées comme des formes de défense ou d'évitement face à la parole de l'élève. Ce qui est particulièrement important, c'est que M. T ne critique pas seulement les étudiants, il critique aussi l'analyste, en rappelant que ces catégories contribuent à produire ce qu'il observe. Voici à présent la troisième partie de l'analyse, une mise en abîme de l'activité interprétative réalisée par le second formateur.
Un troisième document d'analyse, généré par l'IA, explicite le positionnement critique du second formateur et montre que l'analyse initiale repose sur un modèle implicite de la relation éducative, fondé sur la maîtrise, le questionnement et l'asymétrie. Il met en évidence ce que M. T propose, à savoir un déplacement vers une conception dialogique où la relation est co-construite et traversée par des enjeux de pouvoir. Ce qui apparaît alors, c'est une mise en abîme de l'activité interprétative. De la même manière que le tuteur façonne la parole de l'élève par ses questions, l'analyste façonne la compréhension de la situation par ses catégories. L'intelligence artificielle, dans ce processus, joue un rôle ambivalent. Elle rend visibles certaines structures, mais elle tend aussi à stabiliser des cadres d'analyse qui peuvent devenir invisibles. Pour interpréter ce dispositif, il est opportun de mobiliser les travaux de Bernard Stiegler et d'Anna Lombert. Chez Stiegler, la technique est pensée comme une extériorisation des fonctions cognitives. Les technologies numériques automatisent certaines opérations de pensée, ce qui peut conduire à une perte de savoir qu'il appelle prolétarisation. Mais il insiste aussi sur le caractère pharmacologique de la technique. Elle est à la fois poison et remède. Dans notre étude, l'intelligence artificielle agit comme un support d'automatisation de l'analyse. Elle permet de structurer rapidement un corpus, de produire des hypothèses, de formaliser des tensions, mais elle tend aussi à reconduire des catégories dominantes et à produire une forme de cohérence qui peut masquer la complexité des situations. Anna Lombert, de son côté, nous invite à déplacer la question. Il ne s'agit pas de savoir si l'IA est intelligente, mais de comprendre ce qu'elle fait à nos facultés de jugement. Le dispositif que nous étudions ici montre précisément cela. L'IA modifie la manière dont les acteurs lisent, interprètent et problématisent les situations. Elle peut favoriser une standardisation du jugement, mais aussi, lorsqu'elle est intégrée dans un dispositif critique, devenir un support de réflexivité. Dans ce cadre, le rôle de M. T, le second formateur, apparaît comme une opération de désautomatisation. Il réintroduit du conflit, de l'incertitude et empêche la clôture prématurée du sens. Et voici ma conclusion. Je terminerai en formulant 3 idées principales. Premièrement, l'intelligence artificielle ne doit pas être pensée comme un simple outil d'analyse, mais comme un acteur des processus interprétatifs. Deuxièmement, son usage comporte un risque de normalisation du jugement, en particulier lorsqu'elle mobilise des catégories déjà stabilisées dans les discours professionnels. Troisièmement, ce risque peut être contrecarré par l'introduction de dispositifs critiques capables de désautomatiser les interprétations et de réouvrir les processus de pensée. Je pose donc que pour qu'il y ait des automatisations, il est nécessaire d'introduire de la conflictualité dans les catégories convoquées. Enfin, l'intérêt majeur de l'IA dans les contextes de formation réside moins dans sa capacité à fournir des réponses que dans sa capacité à générer des tensions interprétatives, à condition que celles-ci soient travaillées collectivement afin de diversifier les points de vue et de faire émerger des différends plus que des consensus. Ainsi, loin de remplacer le travail d'analyse, l'IA en transforme les modalités, en introduisant une exigence accrue de réflexivité sur les cadres mêmes de l'interprétation. L'enjeu, finalement, n'est pas de savoir si l'IA produit de bonnes analyses, mais de savoir si elle permet de penser davantage. Dans le cas présenté, l'intérêt du dispositif ne réside pas dans l'analyse produite par ChatGPT, mais dans le différent qu'elle rend possible. C'est ce différent, travaillé collectivement, qui constitue le véritable espace de formation.